Il sera question aujourd'hui donc de totem et tabou. Donc c'est un livre qu'on a longuement travaillé dans le séminaire qui précède ce cours. Et donc, je vais donc faire état de toutes les idées qui ont émergé de cette longue discussion. Alors, Totem et tabou est le premier ouvrage de Freud qui s'aventure du côté de l'anthropologie. Jusque-là, il n'avait abordé le sujet qu'à travers ses réflexions autour de la phylogénèse et de l'ontogénèse des comportements humains, en particulier dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Cette fois, il prend le problème à bras-le-corps et consulte un certain nombre d'ouvrages d'anthropologie avec lesquels il va se guider jusqu'au bout. Un certain nombre d'auteurs reviennent: Fraser, Wundt, Reinach, Spencer, Durkheim, Darwin, Robertson, Smith, ainsi qu'un certain nombre d'articles de l'Encyclopædia Britannica. Le livre a été publié en 1912. Nous pourrions donc fêter pratiquement son centenaire. Freud vient d'élaborer le complexe d'Œdipe 2 ou 3 ans auparavant. Le mythe de l'art primitive qu'il va élaborer ici se situe en droite ligne de l'Œdipe, mais cette fois sur le plan collectif. Il va conserver ce modèle explicatif jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on va le voir à l'œuvre dans le dernier livre d'anthropologie qu'il va écrire, Moïse et le monothéisme. Il va expliquer le comportement des Juifs par rapport à Moïse par le fait qu'ils auraient tué collectivement un premier Moïse égyptien. Il est tout à fait remarquable de noter aussi que 1912, c'est 2 ans avant l'éclatement de la guerre de 14, et que le mythe de la horde primitive n'est pas sans rapport avec tout ce que va provoquer cette guerre effroyable. Il y a donc, de la part de Freud, une extraordinaire prémonition qui va se réaliser en tout point. Le monde en 1912 est presque entièrement recouvert par des empires. Que ce soit les empires centraux, c'est-à-dire l'Empire ottoman, l'Empire allemand, austro-hongrois, tsariste, ou alors les empires coloniaux, espagnols, portugais, français ou britanniques. Chacun de ces empires est gouverné par un empereur ou un président-empereur qui associe sous sa tutelle une mosaïque de communautés structurée par un système symbolique, la plupart du temps religieux. Oui, après. Ah oui. L'empereur est le garant de la coexistence entre elles de ces communautés. L'empereur ottoman gouverne plusieurs contrées qui contiennent des Turcs, des Arabes chrétiens ou musulmans ou juifs, des Arméniens, des Coptes, et j'en passe. L'empereur d'Allemagne gouverne une zone peuplée d'une multitude de petits États, tous allemands il est vrai, mais néanmoins très jaloux de leurs prérogatives. On devine aisément la variété des populations de l'Empire tsariste qui n'a guère changé jusqu'à nos jours, ou celle des divers empires coloniaux. L'Empire austro-hongrois dans lequel vivait Freud porte dans sa dénomination même le signe de la variété.
on peut aisément imaginer que Freud aperçut inconsciemment ces empires sur le modèle de la horde primitive, où le père de la horde possède toutes les femmes. On ne saurait mieux décrire la polygamie des empereurs qui garantissent un bien-être et la survie des différentes communautés dont ils ont la charge, comme si chacune d'elles était une de leurs femmes. Peu de temps après, plus exactement en 1919, au lendemain de la conférence de Versailles, il ne reste pratiquement plus rien de tout cet échafaudage. Tous les empires centraux sont tombés, les empires coloniaux s'effritent à vive allure, de l'ensemble des communautés épouses d'empereurs, il ne reste que les Juifs, les Roms et en partie les Arabes. Toutes les autres communautés épouses d'empereurs ont divorcé de l'empereur pour se trouver chacune un époux issu de leur rang, non sans s'être longuement querellées auparavant. Chacune d'elles est devenue une nation, ayant à sa tête un membre de cette nation. Entre-temps, une partie de l'ordre qui était garantie par la seule volonté de l'empereur va devoir désormais être garantie par la loi républicaine. Exactement comme l'avait prévu la théorie de l'ordre primitive. La théorie présentée par Freud comme un mythe issu du passé est en réalité une sorte de rêve prémonitoire où Freud fait preuve d'une prescience étonnante. La transformation de la structure sociale et politique, aussi totale fut-elle, a cependant laissé inchangée la sujétion à l'empereur. Cette fidélité à la personne même de l'empereur n'a pas pu trouver de correspondance dans le nouveau système. C'est sans doute pour cette raison que des traces en sont demeurées dans un nouveau système que Freud a décrypté sous la forme du transfert. Celui-ci était le résidu du lien avec les figures tutélaires que le nouveau système n'a pas réussi à absorber. Mais revenons au texte lui-même. Le problème inaugural du livre est celui de savoir comment il se fait que les collectivités basées sur un totem donné s'interdisent les mariages à l'intérieur du même totem. Pourquoi, au fond, se demande Freud, le totem serait exogamique, d'autant plus que ceux qui appartiennent à un même totem n'ont pas forcément entre eux des liens de sang. Dans tout son livre, Freud converge vers la démonstration selon laquelle le premier meurtre du père de la horde, après avoir provoqué une grande satisfaction, a provoqué un tel désordre qu'il a fallu que la Ligue des frères s'entende sur l'instauration d'une loi. Cette loi était d'une part l'interdit de l'inceste et d'autre part toutes les cérémonies commémorant la mort de ce père. Nous sommes proches ici de la thèse de René Girard, selon laquelle le sacrifice du bouc émissaire permet à chaque fois qu'elle faiblit de refonder la socialité. Cette problématique a été aujourd'hui supplantée par les nouvelles découvertes de l'anthropologie. Depuis la publication des règles élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss et de nombre d'autres textes de celui-ci, le fait qu'un groupe donné, qu'un village ou qu'une partie de village soit exogame ne suscite plus l'étonnement. On se préoccupe de savoir comment fonctionne le système et fort peu des raisons qui le font fonctionner de la sorte. L'effet lévi-straussien est tellement
l'édifice, lévi-straussien est tellement séduisant qu'on se contente du comment sans se préoccuper du pourquoi des choses. De revenir sur totem et tabou pourrait peut-être nous permettre de comprendre comment se construit la socialité à partir de tout ce matériel que Freud a sélectionné et trié pour nous. Donc au fond, c'est de la construction de la socialité qu'il va s'agir aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que elle se construit? Le tabou. Dans le premier chapitre, Freud explore des caractéristiques de tout ce qui peut être tabou. Des quantités de choses peuvent être tabous. Ce sont en particulier les objets ou les personnes qu'il pourrait être particulièrement tentant de toucher en raison des circonstances. Une épouse ayant ses règles, un gendre pour une belle-mère pour un gendre, un roi pour le peuple. Le tabou est donc un moyen d'encourager la retenue face à d'inquiétantes tentations. Mais de tous les tabous, il en est un qui attire particulièrement l'attention, c'est celui du totem. Le totem est à l'origine un animal que la tribu s'interdit de chasser et de consommer. La tribu voue un culte à cet animal et le considère comme son ancêtre. Une même tribu peut se diviser en plusieurs totems. Tous ceux appartenant à un même totem n'ont pas le droit de se marier entre eux. Ils sont exogames et doivent épouser dans un autre totem. Pour comprendre ces phénomènes, Freud va utiliser ce que lui aura inspiré l'analyse de la névrose obsessionnelle. Il a découvert que la névrose obsessionnelle est une affaire d'ambivalence. On aime et on rejette en même temps. Cette ambivalence caractérise le tabou, et particulièrement quand le tabou concerne le totem. Freud a comparé aussi le tabou à la phobie. Il y a dans la phobie une surestimation de l'objet phobique. Il y a aussi une surestimation de l'objet dans l'hystérie. Lacan, rappelez-vous, disait « L'hystérique est un esclave qui se cherche un maître pour mieux le dominer ». Dans le cas présent, celui de l'animal totémique, on pourrait facilement penser que la tribu qui s'en donne un pour maître serait semblable à l'hystérique. Elle investit l'animal totémique d'un pouvoir, tout en se réservant le droit de le consommer dans une cérémonie collective appelée le repas totémique. Mais que le tabou relève de l'obsession, de la phobie ou de l'hystérie, qu'importe. Ce qui compte, c'est que l'objet tabou est mis à distance parce qu'il comporte simultanément un grand attrait et une égale interdiction. On peut donc dire que le tabou fait exister l'objet. Exister s'écrit comme ça. Ça veut dire fait exister dehors. Hein? Exister. Il permet de le poser là, devant soi, à une distance constante, si je puis dire, sans qu'elle ne... c'est aussi le cas. Constante, si je puis dire, sans qu'elle ne s'amenuise par le désir qu'on a de lui,
ou qu'elle s'accroisse en raison du rejet qu'on pourrait avoir de lui. Donc ça le maintient à une distance constante. Un fait notable qui mérite d'être signalé, c'est que le tabou est contagieux. Celui qui transgresse un tabou devient lui-même tabou. Il y a comme une transmission de statut qui est surprenante, puisqu'elle n'a aucun égard pour le statut de celui qui a transgressé. Il devient tabou quel que soit son statut, un peu comme s'il s'agissait d'une charge électrique qui se transmettait par contact, quelle que soit la nature de l'objet chargé. La métaphore électrique peut être poursuivie si on évoque les différences de statut. Ainsi, le tabou d'un roi est plus important pour un sujet ordinaire que pour un noble ou un sage de la tribu. On pourrait appréhender le phénomène avec le concept de différence de potentiel. Si vous avez fait un peu d'électricité à l'école, vous vous rappellerez peut-être que dans un circuit électrique, il y a des potentiels variés qui s'expriment en volts. Entre deux points quelconques du circuit, en particulier entre ces deux extrémités, il y a ce qu'on appelle une différence de potentiel. Le courant est d'autant plus intense que la différence de potentiel est grande. Ici, à Montréal, nous avons 110 volts de différence de potentiel, mais on pourrait aussi, à d'autres endroits, avoir 220 volts de différence de potentiel. Car plus la différence de potentiel est grande, plus l'énergie impliquée est grande. Un circuit est constitué par deux points électriquement chargés, appelés des pôles, entre lesquels circule un long fil avec divers appareils qui consomment une partie du courant. Mais si au lieu que le courant parcourt le long fil, il passe directement d'un pôle à l'autre, on appelle cela un court-circuit. Et c'est alors une véritable décharge qui a lieu. Le tabou fonctionne un peu de cette façon. On pourrait parler de différence de tabou au lieu de différence de potentiel. Quand ces différences sont petites, la circulation se fait aisément. Il y a une sorte d'alimentation en énergie qui part du roi pôle central et qui se distribue par contagion de proche en proche à tous les membres du totem. Mais advenant qu'un membre ayant un bas niveau de tabou touche au roi, et c'est le court-circuit, le choc pouvant engendrer de sévères punitions. L'animisme. Dans le 3e chapitre, Freud aborde la question de l'animisme. Il nous donne infiniment de détails sur ce sujet. On peut se demander en quoi un chapitre sur l'animisme peut nous intéresser. Ce chapitre nous intéresse dans la mesure où ce que Freud décrit ne s'applique pas seulement à l'animisme, mais fait aussi partie de la vie psychique normale d'un civilisé. Chez les névrosés, aussi bien que chez les animistes, il y a une toute-puissance des idées, nous dit Freud. L'animisme, je cite, « L'animisme est un système intellectuel. Il n'explique pas seulement tel ou tel phénomène particulier, mais permet de concevoir le monde comme un vaste ensemble à partir d'un point donné. À en croire les auteurs, l'humanité aurait, dans le cours des temps, connu successivement 3 de ces systèmes intellectuels, 3 grandes conceptions du monde. La conception animiste, mythologique, la conception religieuse,
et enfin la conception scientifique. De tous ces systèmes, l'animisme est peut-être le plus logique et le plus complet. C'est Freud qui parle encore. Celui qui explique l'essence du monde sans rien laisser dans l'ombre. Or, cette première conception du monde par l'humanité est une théorie psychologique. Freud continue, mais un peu plus loin. Chacune des tendances dont se compose la sexualité travaille pour son compte, recherche le plaisir sans se préoccuper des autres et trouve sa satisfaction sur le propre corps de l'individu. C'est la phase de l'auto-érotisme, à laquelle succède celle du choix d'objet. Là, on parle de l'enfant, de l'enfant pervers polymorphe qui, à un moment donné, fait le choix de l'objet. Freud continue. Une étude plus approfondie a fait ressortir l'utilité, voire la nécessité d'intercaler entre ces deux phases une troisième, ou si l'on préfère, de décomposer en deux la première phase, celle de l'auto-érotisme. Dans cette phase intermédiaire, dont l'importance s'impose de plus en plus, les tendances sexuelles, qui étaient indépendantes les unes des autres, se réunissent en une seule et sont dirigées vers un objet, lequel d'ailleurs n'est pas encore un objet extérieur, étranger à l'individu, mais le propre moi de celui-ci qui, à cette époque, se trouve déjà constitué. Tenant compte des fixations pathologiques de cet état qu'on observe ultérieurement, nous avons donné à cette nouvelle phase le nom de narcissisme. Okay. Donc, on a ici une description à 3 étapes, si vous voulez, de la pensée primitive comme de la pensée de l'enfant. Une première étape auto-érotique, une deuxième étape qui est narcissique, où il y a un objet qui est en fait le moi, et une troisième étape où on dépasse le choix de l'objet en tant que moi pour choisir l'objet en tant qu'objet. On dépasse le choix de l'objet comme objet narcissique. Il se dégage de ces remarques l'idée d'un espace des idées où règne soit l'auto-érotisme, soit le narcissisme. Cet espace se dirige finalement vers un objet qui se trouve être le moi du sujet et qui se trouve projeté sur le monde extérieur et le recouvre presque entièrement. C'est cet espace que Winnicott a nommé l'espace transitionnel et que j'ai nommé l'espace anthropologique. C'est cet espace que les primitifs et les névrosés projettent sur le monde. C'est dans cet espace qu'ils exercent la toute-puissance de leur pensée. C'est dans cet espace que nous apprendrons cette année à évoluer pour chaque patient. Gardons un instant en suspension cet espace et revenons à la problématique de Freud qui se demande comment ça se fait que le totémisme a produit l'interdit de l'inceste. Toute son argumentation converge vers le fait que le meurtre du père de la Horde a eu lieu et que c'est ça qui a provoqué l'instauration de l'interdit de l'inceste. Dans son esprit, de la même façon qu'à un niveau individuel, chaque humain doit traverser les fourches caudines de l'Édipe, toutes les collectivités traversent le meurtre du père de la Horde pour instaurer l'interdit de l'inceste.
Ceci est d'autant plus vraisemblable que quelques années plus tard allait avoir lieu le plus gigantesque des meurtres du père de la Horde en la personne des divers empereurs. Ce mythe est donc intéressant en lui-même puisqu'il nous permet de décrire tous les événements majeurs de la première moitié du XXe siècle. En revanche, je dirais qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes dans l'avancement des recherches en psychanalyse et surtout avec l'apport de Lacan, je n'ai plus besoin de ce mythe pour construire théoriquement l'interdit de l'inceste. Le mythe de la Horde est un excellent instrument pour comprendre beaucoup de choses, mais je n'en ai plus besoin comme argument pour construire l'interdit de l'inceste. Les signifiants. Il est possible de construire l'interdit de l'inceste beaucoup plus simplement en s'aidant du concept de signifiant. Dès le moment qu'on se donne pour hypothèse que l'espace psychique dont parle Freud dans le chapitre 3 sur l'animisme et que j'ai appelé l'espace anthropologique est peuplé de signifiants, on peut procéder à une série de déductions qui nous mènent jusqu'à l'interdit de l'inceste et plus loin encore. C'est la nature du signifiant qui va déterminer la structure de cet espace et presque totalement déterminer le comportement humain. Pourquoi ? Un signifiant ne vient jamais tout seul. Il est toujours couplé avec un autre signifiant avec lequel il entretient un rapport de négation. La négation ne porte pas sur la totalité de lui-même, elle porte seulement sur un de ses aspects, précisément celui qui le différencie du signifiant avec lequel il est couplé. Un signifiant peut donc être couplé avec plusieurs autres signifiants selon le contexte. On a vu précédemment comment la technique d'analyse Lévi-Strauss permettait de déterminer quels signifiants étaient couplés et par lequel de leurs aspects. Une opposition de signifiants est marquée par l'opposition X non X. Tout peut arriver au niveau de la variable x, seule la négation ne peut varier. Elle doit continuer à demeurer une négation. En principe, on ne peut pas remplacer la négation par l'égalité. Sinon, les deux signifiants disparaissent simultanément. Nous verrons plus loin par quel subterfuge cet interdit peut être contourné. Dans l'espace anthropologique, l'animal, éventuellement humain, mais pas seulement, l'animal et la proie sont un couple oppositionnel. Le prédateur est menacé par la continuation de l'existence de la proie, qui le condamne à la faim. Et inversement, ce qui est beaucoup plus évident, l'existence de la proie est menacée par l'existence du prédateur. Il y a bien entre les deux un rapport oppositionnel. Si on introduit entre les deux un rapport d'égalité, ce rapport ne peut se manifester dans l'espace anthropologique. L'égalisation, c'est-à-dire le passage à l'acte de la prédation, entraîne la disparition des deux protagonistes,
et le prédateur et la proie. Par contre, si on maintient suspendue cette éventualité de la prédation, on obtient des potentialités virtuellement infinies. Un peu comme si le prédateur et la proie étaient les deux bornes d'un circuit électrique sur lequel tout pouvait se brancher, et que la seule chose à ne pas faire était court-circuiter les deux pôles. Là, nous parlons évidemment des humains. On ne parle pas de l'animal. L'animal peut se perdre dans sa proie, dans la prédation de sa proie. Il peut se perdre subjectivement. Ça ne pose pas de problème. Mais l'humain a beaucoup plus de mal à se perdre dans la consommation de sa proie. Parce qu'il perd sa subjectivité. Il redevient animal. À partir de là, il devient clair que pour l'animal humain, la seule façon de pénétrer dans l'espace anthropologique, donc de demeurer un humain, c'est de suspendre la prédation. Mais pour suspendre la prédation, il faut s'extraire du réel de cette prédation. Le premier mode par lequel on peut s'extraire de la prédation est par la privation, bien sûr. Le problème, c'est qu'on finit toujours par succomber à la tentation, ce qui est passablement décourageant. Une autre solution est de procéder à des privations sélectives. Si on se donne des règles de type obsessionnel, on peut plus aisément demeurer dans l'espace anthropologique. À force d'évitements divers, on peut maintenir le sentiment qu'on est toujours dans la privation. Une de ces règles pourrait être d'éviter de consommer un animal en particulier, tout en s'autorisant le reste des animaux, qui ne sont plus dès lors des consommations brutes où on sort de l'espace anthropologique et on perd son humanité. Ces autres animaux autorisés ne sont plus des proies proprement dites, mais des compensations pour la privation subie à l'égard de l'animal interdit, d'un certain animal particulier. Donc, la prédation des autres animaux devient une compensation. Donc, ce n'est plus une prédation à l'état brut. Mieux encore, on pourrait rencontrer quelqu'un qui, lui aussi, se prive du même animal. L'idée peut alors germer qu'ils peuvent s'associer et s'offrir l'un l'autre l'animal dont ils se privent tous les deux, et pourraient ainsi le consommer sans sortir de l'espace anthropologique. La prédation à ce moment devient l'acceptation d'un don qui vient d'autrui. L'animal consommé ne serait plus vraiment un animal, mais un don reçu par un ami que l'on pourrait compenser en lui offrant le même animal. C'est ça qui est étonnant. Un échange de cadeaux. La ficelle est peut-être un peu grosse à deux, mais à plusieurs, ça passe mieux. Surtout si on sacralise l'animal et qu'on organise des cérémonies où on organise le don systématique de l'animal entre les membres du totem. Les repas totémiques ne se pratiquent pas partout où il y a des animaux totémiques, surtout si l'animal totémique n'est pas comestible, comme la pluie par exemple. Mais le repas totémique compensatoire peut prendre la forme d'un repas totémique de solidarité, par exemple, où le don qui est fait aux congénères consiste en la reconnaissance de son appartenance au totem.
reconnaissance que lui-même ne peut pas s'accorder, comme il ne peut pas s'accorder l'animal totémique. La prise de conscience. Cette économie de l'échange de l'animal totémique diffère aussi bien de la scène du meurtre du père de la Horde chez Freud que de la scène du sacrifice du bouc émissaire chez René Girard. Ces deux scènes sont très semblables entre elles. Pour Freud comme pour Girard, elles constituent un moment historique décisif qui modifie complètement la donne à un niveau collectif. En ce sens que l'ensemble de ceux qui ont participé au crime collectif ont une soudaine culpabilité rétrospective, une sorte de prise de conscience de l'horreur de leur crime qui engendre une solidarité entre les membres du groupe ou bien l'instauration d'une loi qui elle-même engendre la solidarité de tous ceux auxquels elle s'applique. C'est un moment de conscience collective qui nécessite presque la présence du regard culpabilisant du Créateur. On pourrait douter de cette éventualité dans des univers où le divin n'est pas encore né. Toujours est-il que ce moment de conscience collective n'est pas nécessaire pour que s'instaure, comme nous l'avons vu, l'économie de l'échange de l'animal totémique. Je dirais même plus, le moment de conscience collective militerait plutôt en faveur d'une sortie de cette économie pour favoriser un savoir sur cette économie. Les brumes autour de l'animal totémique se dissipent si l'on se donne pour explication de son mystère qu'il n'est pas interdit en soi, mais qu'il est interdit pour soi. C'est-à-dire qu'il est, pour chacun des membres de la collectivité, interdit de chasser l'animal totémique en vue d'une consommation personnelle. Les anthropologues ont souvent mal compris cet interdit en pensant qu'il s'agissait d'un interdit généralisé. Je prends appui là-dessus parce que, en disant que dans la plupart des communautés où les systèmes symboliques sont prévalents, l'autosatisfaction est le crime suprême. Je veux dire, c'est vraiment la chose la plus interdite qui soit. Le geste masturbatoire de se prodiguer du plaisir est l'interdit maximum. En réalité, si on suit la logique du phénomène, ce n'est pas un interdit généralisé, mais un interdit multiparticulier, c'est-à-dire que chacun des membres de la collectivité ne peut pas consommer l'animal pour son avantage personnel. En revanche, il est loisible à chacun d'offrir l'animal totémique à la consommation de l'ami, du voisin ou du parent. Ceci est bien sûr une hypothèse de travail, mais elle résout magiquement tellement de problèmes qu'on peut la considérer comme très fortement vraisemblable, en se réservant le loisir de la vérifier ultérieurement sur le terrain. Cette formule comporte un avantage très important, c'est qu'elle oblige aux échanges. Et l'exemple le plus probant de cette formule est celui de l'interdit de l'inceste. La sœur ou la fille sont interdites à une consommation personnelle. En revanche, il est tout à fait possible d'offrir sa fille ou sa sœur à la consommation d'autrui. À charge bien sûr pour cet autrui de nous offrir les femmes de sa famille. La femme est donc un animal totémique qui structure une économie d'échange matrimonial. L'universalité de la prohibition de l'inceste tient à une simple question de logique. Il suffit de se priver
d'une autosatisfaction pour que se constitue de façon quasi automatique une économie d'échange matrimonial. L'avantage est tellement évident qu'on peut difficilement trouver des collectivités qui s'en soient privées. On peut presque dire que l'animal totémique est une façon naturelle de faire entrer l'humain dans la culture, une façon immanente d'assurer le passage de l'animal à l'homme. Se priver d'un animal qu'on a chassé ou d'une femme qu'on a engendrée, c'est s'assurer de la permanence d'un réseau social, mais c'est aussi assurer la permanence d'un appétit alimentaire ou d'un appétit sexuel qui, sans cet interdit, se serait rapidement déchargé dans la consommation. Imaginez si je pouvais coucher avec ma fille ou ma sœur et qu'elle serait sans cesse immédiatement accessible à mon désir. Je veux dire, il y aurait plus de désir. Enfin, c'est comme on retourne à l'état de nature là. Il y a plus de retenue. Cette privation n'est cependant qu'une privation momentanée, puisque je peux, quand cela est possible, échanger mon animal contre celui de mon voisin. Ce délai dans la consommation a permis de faire exister l'autre en tant que désirant, autant que le sujet dans le délai de son désir. On aura reconnu la structure du principe de plaisir, comme le définit Freud. Le délai dans la satisfaction du désir acquiert ainsi une propriété supplémentaire, celle de faire naître le premier embryon de collectivité entre les premiers humains, in statu nascendi, c'est-à-dire à l'état naissant, émergeant à peine de leur animalité. L'animal totémique perçu sous cet angle est la clé de voûte des échanges, tant anthropologiques que commerciaux. Pourquoi ? C'est-à-dire que l'animal totémique peut être considéré comme un embryon de l'unité de valeur monétaire. L'argent, du reste, est en lui-même un animal totémique. Si je dispose de beaucoup d'argent, ça ne me rend pas plus riche, parce que je ne peux pas manger mon argent. Pour pouvoir consommer mon argent, il faut que je l'échange contre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. L'animal totémique, quel que soit son niveau d'évolution, depuis l'animal jusqu'aux actions de la bourse, force ainsi la création d'une structure d'échange en réseau. L'animal totémique a la capacité exceptionnelle de créer rapidement des réseaux d'échange dans les collectivités naissantes qui n'ont pas encore de structure établie. Les collectivités qui viennent de sortir de leur territoire, par exemple, et qui sont en train de migrer vers un ailleurs plus clément, pratiquent l'animal totémique parce qu'il a une efficacité structurante non négligeable. Le veau d'or, par exemple, il parvient à structurer rapidement les Juifs qui n'avaient pas forcément entre eux de structure de solidarité et de cohésion préalable. Jadis, j'ai eu tendance à définir les communautés comme étant l'ensemble des gens qui se marient entre eux. Je devais cette définition anthropologique restrictive au fait que la dimension de l'échange économique avait été, chez la plupart des auteurs, confisquée par la sociologie et semblait être une sorte de greffe hétérogène au champ anthropologique. Une interprétation un peu schématique de l'œuvre de Mauss, Essai sur le don, a peut-être été à l'origine de cette dissociation
entre le champ anthropologique, où règne le don et la générosité, et le champ sociologique, où prédomine l'intérêt personnel. Il y a là une erreur de perspective importante qui voit une différence essentielle là où il n'y a que changement qualitatif dans l'élaboration d'une même structure. Le don incarne l'essence de l'animal totémique. Il est ce double geste par lequel on se prive de l'animal d'une part et on le donne à l'autre d'autre part. Le premier geste consacre le passage de l'animal à l'homme, de l'instinct au désir, tandis que le second, celui du don proprement dit, donne toute sa valeur au premier puisqu'il appelle sa contrepartie, le don réciproque ou le contre-don. Quel que soit l'objet dont on se prive, le fait de s'en être privé pour l'offrir à autrui fait entrer cet objet dans le cycle de l'échange. Cet objet fût-il une sœur ou une fille. Il n'y a pas de différence essentielle entre l'échange des objets et l'échange des femmes, pas plus qu'il n'y en a avec l'échange des hommes dans l'esclavage. Il n'y a pas non plus de différence essentielle entre une économie basée sur le don et une économie basée sur l'échange. La notion de valeur naît déjà avec le premier don. Et le don n'est au fond qu'un échange différé dans le temps. C'est seulement la simultanéité du don et du contre-don, nous le verrons plus loin, qui détermine le passage de l'économie anthropologique à l'économie sociologique. Mais la notion de valeur est là depuis le début. Il devient clair à partir de la définition que j'ai donnée de l'AT, de l'animal totémique, que l'économie de l'échange est issue des collectivités anthropologiques et n'est en aucun cas un monopole de la sociologie. On pourrait dès lors étendre la définition de la communauté anthropologique non plus comme l'ensemble des gens qui se marient entre eux, mais plutôt comme étant l'ensemble des gens qui s'offrent des services entre eux. Un service offert venant compenser un autre service offert précédemment. L'échange des femmes, les règles de mariage et les règles de contrainte de la sexualité ne sont pas les seules caractéristiques qui permettraient de définir une communauté. Le don de service résume mieux l'essence d'une communauté, que ce service soit une femme, un homme ou un objet matériel, importe peu. L'économie des femmes n'est pas ici distincte de l'économie de l'échange de services, puisqu'on peut aisément échanger un humain contre des chameaux ou des services, par exemple. C'est un phénomène qui se voit fréquemment que la femme est une valeur en termes de marchandises. Donc une femme n'est pas seulement à échanger contre une autre femme, mais peut également être échangée contre des services. C'est beaucoup plus clair concernant l'esclavage, l'esclave constituant très souvent une force de travail est plus facilement comparable à une marchandise. Lorsque l'économie évolue vers un système à échange simultané, c'est-à-dire on donne et on reçoit simultanément, l'échange des femmes peut quelquefois tarder à suivre cette transformation. C'est sans doute ce qui peut donner l'illusion rétrospective qu'il y a une différence radicale entre l'une et l'autre économie et que l'échange des femmes appartient au monde anthropologique, tandis que l'échange des objets appartenant à celui de la sociologie. Mais c'est une simple illusion rétrospective. Le chemin de l'animal à l'homme, de la nature à la culture, commence par l'inhibition. Inhibition elle-même inhérente au concept de signifiant.
Inhiber le geste du chasseur, inhiber le geste du père devant sa fille ou du fils devant sa mère sont les moments fondamentaux de l'humanisation. On peut certes justifier ces moments décisifs d'inhibition par divers contextes particuliers, dont un plus connu est l'interdit paternel. Mais il faut bien reconnaître qu'on a rarement vu des pères disant à leur fils « Tu ne dois pas coucher avec ta maman ». L'interdit paternel est un bon appui de l'inhibition, mais ce n'est pas lui qui en est l'ossature. C'est la nécessité structurale d'instaurer ou de maintenir actives des oppositions de signifiants qui engendrent la crainte de les égaliser et par suite l'inhibition. Toutes les formes de la sensibilité et de la pensée pourraient relever de ce modèle. Lorsqu'on veut sentir le goût d'un aliment ou la température d'un objet, il importe à notre sensibilité qu'elle diffère de l'objet évalué. La première bouchée d'un aliment nous donne une très bonne idée de son goût. En revanche, la deuxième bouchée est beaucoup plus pauvre en informations. Nos papilles gustatives sont déjà familières avec le goût en question et ne sentent que peu de différence lors du deuxième prélèvement. Si je vérifie la température de mon enfant avec la main, il vaut mieux que je n'ai pas les mains froides, sinon je risque de m'inquiéter énormément. La perception sensorielle est fondamentalement une question de différence. C'est pour cette raison que les signifiants, avec leurs oppositions, sont particulièrement aptes à traduire les perceptions et le psychisme. Pour conclure, je dirais que la régulière co-occurrence du totem et de l'interdit de l'inceste n'a pas besoin du mythe de la horde pour être expliquée. C'est un fait de structure qui oblige à maintenir la différence entre le prédateur humanisé et la proie. Le maintien de cette différence prédateur-proie oblige à inventer des règles pour une inhibition partielle de l'acte de prédation. Que la proie soit un animal ou une femme, une forme ou un son, une sensation ou une odeur, l'inhibition fonctionne de façon équivalente. Le meurtre du père de la horde, aussi bien que le sacrifice du bouc émissaire, qui sont des phénomènes qu'on ne peut pas contester puisqu'ils continuent d'avoir lieu, souvent même sous nos yeux, n'ont cependant pas la fonction que Freud et Girard leur ont prêtée. Ce sont des phénomènes qui équivalent à une sorte de stade du miroir, c'est-à-dire qu'ils sont une sorte de prise de conscience collective qui force à un plus grand contrôle des phénomènes, qui vient voiler et uniformiser le caractère spécifique et diversifié du phénomène. Mais le phénomène est là avant.